va parler aujourd'hui d'un conflit qui déchire le Sahel, mais qui reste pourtant dans l'ombre. D'un côté, on a l'État malien qui dit lutter contre le terrorisme. Et de l'autre, on a les peuples de l'Azawad qui luttent pour leur reconnaissance. On va donc décrypter ensemble cette crise qui dure depuis bien trop longtemps, loin, très loin des caméras. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se demander pourquoi on entend si peu parler de ce conflit. Ensuite, on remontera aux racines, souvent coloniales. Puis, on verra comment l'État malien a, en quelque sorte, perdu sa légitimité. On analysera aussi le rôle, disons, ambigu de la communauté internationale. Et enfin, on explorera les pistes de solutions. Est-ce qu'une sortie de crise est encore possible ? Allez, on commence par le point de départ, qui est un vrai paradoxe. On a une guerre qui fait des milliers et des milliers de morts, mais qui passe complètement sous les radars médiatiques. C'est une crise qui se déroule presque à huis clos, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors la question, elle est directe. Est-ce que le monde a tout simplement décidé de détourner le regard ? C'est un peu le constat de la source qu'on analyse aujourd'hui. Face à d'autres crises, d'autres menaces jugées plus urgentes, eh bien le drame de l'Azawad a été progressivement rayé de l'agenda international. Et c'est là que ça devient intéressant. On a deux histoires qui s'opposent totalement. D'un côté, la version officielle de Bamako, on se bat contre les djihadistes. Simple, efficace. Mais de l'autre côté, l'analyse de la source nous dépeint une réalité bien différente. Un mouvement politique historique, le Front de libération de l'Azawad, se retrouve affublé de l'étiquette terroriste. Dans quel but ? Eh bien, pour justifier une répression féroce. Et derrière cette bataille de récits, il faut bien comprendre qu'il y a une véritable tragédie humaine. Parce que la source des crises n'est pas une simple guerre. Ce sont des exactions, des massacres ciblés menés par un régime qui s'en prend à des communautés entières simplement à cause de leurs origines. Mais attention, cette crise, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, on est obligé de faire un bond en arrière à une époque où des frontières ont été tracées à la règle sur des cartes à Paris sans se soucier des réalités du terrain. C'est un engrenage en fait. Tout commence avec une décision de l'administration coloniale française rattachée de force l'Azawad au Mali, alors que les populations locales n'en voulaient pas. Forcément, au moment de l'indépendance, la marmite explose. Et à partir de là, on entre dans un cycle infernal. Rébellion, suivie de répression sanglante, décennie après décennie. Le bilan, il est absolument terrible. Des dizaines de milliers de morts, et le problème de fond, lui, est toujours là. Bon, il y a l'héritage historique, c'est certain. Mais ce n'est pas tout. L'État malien post-colonial a lui-même une énorme part de responsabilité dans l'escalade, en commettant des actes qui ont, selon l'analyse de la source, complètement ruiné sa propre légitimité. Et là, la liste des griffes est très très lourde. On parle d'un État qui s'attaque à ses propres citoyens pour des raisons ethniques, qui crée des milices pour monter les communautés les unes contre les autres, une stratégie du diviser pour mieux régner, qui va jusqu'à faire appel à des mercenaires étrangers pour réprimer son propre peuple. Et la cerise sur le gâteau, qui se retire des organisations internationales pour ne pas avoir de compte à rendre. Voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est le cœur du problème. Quand un État en arrive à s'attaquer à une partie de son peuple à cause de ses origines, il brise le pacte fondamental qui le lie à ses citoyens. Il perd tout simplement sa raison d'être. Et en choisissant de s'isoler, la junte au pouvoir à Bamako pense peut-être pouvoir échapper à la justice. Mais c'est un très mauvais calcul. Se couper du monde, ça n'a jamais été une solution viable. Tôt ou tard, la question de la justice finit toujours par revenir sur la table. Mais on ne peut pas pointer du doigt uniquement l'État malien. La communauté internationale a joué un rôle pour le moins problématique. Entre une certaine complicité par le passé et une négligence plus récente, sa responsabilité est immense. Pour bien comprendre, il faut revenir à un principe qui était presque sacré au moment des indépendances, l'intangibilité des frontières. L'idée, c'était de dire, ok, les frontières héritées de la colonisation, on n'y touche plus pour éviter le chaos. Le problème, le hic, c'est qu'on a validé ces frontières sans exiger en contrepartie le respect des droits des peuples qui se retrouvaient piégés à l'intérieur. Et pourtant, il y a eu une lueur d'espoir, un moment où on s'est dit que la paix était enfin à portée de main. C'était les accords d'Alger. Négociés avec l'aide de la communauté internationale, ils proposaient une vraie sortie de crise, une feuille de route claire. L'espoir était immense. Sauf que cet espoir a été douché. Les accords sont restés lettre morte. Pas de volonté politique, pas de suivi, rien. Cette négligence internationale a laissé un vide terrible. Un vide que la junte actuelle a su exploiter à merveille, avec un discours souverainiste et populiste. Donc, si on résume, cette complicité de la communauté internationale, elle a plusieurs facettes. Ça commence avec le tracé des frontières à l'époque coloniale, ça continue avec l'abandon des accords de paix, ça se confirme quand on tolère l'impunité pour des crimes de masse, et ça atteint son paroxysme quand on continue de coopérer avec des régimes qui, pourtant, pratiquent une répression ethnique documentée. C'est un échec sur toute la ligne. Bon, le constat est dur, c'est clair. Mais alors, que faire ?
Comment on sort de cette impasse? Est-ce qu'il existe encore des chemins qui mènent à une paix juste et durable? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'idée centrale, c'est qu'il faut en finir avec le copier-coller. On ne peut pas imposer un modèle d'État jacobin et centralisé à une région aussi diverse. La seule solution pour une stabilité à long terme, c'est d'inventer un modèle de gouvernance sur mesure qui prend en compte les réalités locales au lieu de les combattre. Concrètement, la solution se décline sur 2 niveaux. D'abord, un volet interne. Il faudrait que le Mali se réinvente complètement. On parle de fédéralisme ou d'autonomie négociée pour les régions. Et puis, il y a un volet externe, global. Il faudrait une réforme en profondeur de l'ONU pour lui donner enfin les moyens de faire respecter le droit international et de protéger les populations. Au final, tout le défi est là. Comment on arrive à faire coexister 2 principes qui semblent contradictoires? D'un côté, la nécessité d'avoir des frontières stables, et de l'autre, le droit fondamental des peuples à exister et à préserver leur identité. C'est cette équation complexe qu'il faut résoudre pour la paix au Sahel et d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et on va se quitter sur cette question qui dépasse largement le cas du Mali. Est-ce qu'une frontière doit absolument être gravée dans le marbre, immuable pour être respectée? Ou est-ce que sa véritable force, sa légitimité ne viendrait pas plutôt de sa capacité à s'adapter, à évoluer avec les peuples qu'elle est censée unir et non diviser? La réponse à cette question déterminera sans aucun doute l'avenir de nombreuses régions du monde.